Et bonjour, c'est Proust. On se retrouve pour la Marvel JCE TV avec la présentation d'un nouvel archétype. Aujourd'hui, ce sera l'archétype Shield. Alors, à l'heure où sort cette vidéo, je n'ai pas encore mis la main, c'est normal parce que c'est pas sorti, ça sortira en février, sur la nouvelle boîte qui sera donc autour notamment des cartes Shield avec la sortie de Nick Fury et de Maria Hill notamment. Mais donc j'ai hésité à vous faire cette vidéo en me disant qu'elle sera peut-être obsolète d'ici la sortie de cette boîte. Mais je me suis dit que d'une certaine façon, l'archétype Shield fonctionnera sans doute toujours de la même façon, et vous aurez juste plus de cartes et plus de possibilités pour faire une variation sur cet archétype. Mais en plus, ça peut vous permettre, au moment de l'arrivée de cette boîte, de tout de suite changer les préconstruits qui vous seront donnés avec un archétype Shield plus fonctionnel, parce que vous savez que les préconstruits ne sont pas très bonne qualité, ou éventuellement partir sur ces nouvelles boîtes avec d'anciens héros qui fonctionnent très bien avec l'archétype Shield pour pouvoir vous permettre de varier un petit peu les plaisirs sur cette nouvelle campagne. Donc voilà, l'archétype Shield est un archétype assez particulier. C'est à mon sens l'archétype le plus lourd qui existe à ce jour dans le jeu. C'est-à-dire que pour faire un archétype shield qui fonctionne, vous êtes obligé de mettre un maximum de cartes shield euh, opérationnelles. Et les conséquences directes que ça a sur votre construction de deck, c'est que ça prend énormément de place. Vous allez le voir sur les exemples que je vous ai donnés, il me semble que l'un d'entre eux a 42 cartes. Mais oui, c'est très compliqué de faire entrer tout l'archétype dans vos 40 cartes. Alors vous imaginez bien qu'un héros qui a besoin de beaucoup de cartes spécifiques à son identité, je pense notamment aux X-Men, je pense aussi aux champions qui vont jouer avec beaucoup de cartes grises, peu importe les archétypes qu'ils vont prendre, vont avoir beaucoup de mal à tirer leur épingle du jeu dans un archétype Shield parce qu'ils n'auront tout simplement pas de place pour faire entrer les cartes qu'ils ont l'habitude de faire entrer dans leur construction. Donc ça, c'est le premier point sur l'archétype Shield. C'est un archétype qui nous vient en jaune, donc plutôt un archétype de contre, mais pareil, c'est aussi un souci, c'est pas uniquement un archétype de contre, pas spécifiquement un archétype de contre. Donc si votre héros a du mal à contrer, vous allez peut-être être un petit peu embarrassé parce que le shield ne va pas faire tout le travail pour vous. Une dernière chose dans le shield, la seule chose, le shield fait tout en fait. Il est capable de faire des dégâts, il est capable de contrer, il est capable de tutorer et de contrôler l'arrivée des cartes rencontres. La seule chose que va faire mal le shield, enfin elle peut le faire mais c'est un peu contre-productif, c'est de défendre. Donc à contrario, si vous avez un héros qui défend très bien, je pense notamment à Groot qui marche très bien en shield par exemple, qui ne sait d'ailleurs faire que ça, que défendre, vous pouvez très bien implémenter l'archétype shield avec, ça va être un bon ajout et une bonne synergie où l'archétype shield finalement va faire tout ce que ne peut pas faire votre héros qui défend. Donc voilà globalement comment se présente l'archétype Shield. Donc c'est un archétype jaune, un archétype de contre, mon avis, mais pas que, et plutôt réservé ou plutôt adapté à des personnages qui vont être en capacité de bien défendre, parce que ça va remplir une synergie assez complète avec cet archétype. Donc sans plus attendre, on se lance tout de suite sur les cartes. La raison pour laquelle je vous ai dit qu'il fallait énormément de cartes Shield, elle repose essentiellement sur les deux événements Shield du jeu. Alors il y en a deux, c'est l'intervention de l'agence et la logistique globale, que vous pouvez mettre en 3 exemplaires chacun dans votre deck. Je ne le fais pas. J'ai une préférence moi pour l'intervention de l'agence. Je sais que beaucoup vont préférer la logistique globale. Mais les deux ont le même fonctionnement, c'est-à-dire que une fois que vous jouez ces cartes, elles valent zéro, c'est des événements assez peu coûteux, vous allez avoir en nécessité d'incliner un certain nombre de cartes shield. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des cartes shield en jeu, des cartes shield qui restent longtemps pour pouvoir faire fonctionner la mécanique. L'intervention de l'agence, pour la présenter, c'est vous incliner de 1 à 3 cartes shield et vous retirez d'une manigance 2 enfin 2 par carte shield inclinée, donc ça peut aller jusqu'à 6. La chose très importante à savoir avec l'intervention de l'agence, c'est que ça n'est pas un contre et ça n'est pas une action de héros. Donc ça n'est pas un contre, ça veut dire que si vous êtes désorienté, vous pouvez quand même contrer. Ça n'est pas une action de héros, mais une action simple, ça veut dire que vous pouvez contrer en alter ego. Ce qui fait que certains héros qui sont adaptés au passage alter ego, je pense notamment à Black Widow, vont parfaitement bien fonctionner avec l'archétype Shield, puisque vous allez pouvoir piloter votre archétype que vous soyez en héros ou en alter ego. Évidemment, si vous avez besoin d'aller faire des dégâts, ça nécessitera peut-être que vous retourniez. Mais voilà, c'est un archétype qui fonctionne très bien des deux côtés. Donc premier point assez positif et assez important à noter.
Faut savoir qu'en plus, pour zéro, en inclinant 3 cartes shield, si vous en avez plein la table, vous avez un contre à 6, ce qui est extrêmement puissant pour pas très cher. Donc c'est quand même une carte extrêmement forte. Moi, c'est celle que je préfère des deux, c'est celle que je mets toujours en 3 exemplaires. Après, je peux tout à fait concevoir que vous préfériez la logistique globale. Après, vous pouvez mettre 3 et 3 de chaque, hein. La logistique globale, c'est plus de la prévention. Le problème de la prévention, c'est que pour moi, on ne gagne pas avec de la prévention. La logistique globale a pour fonctionnement pareil, ça coûte zéro. Vous inclinez une carte shield que vous contrôlez et en contrepartie, vous allez voir dans votre deck ou dans le deck rencontre, on oublie que c'est aussi dans le deck joueur, mais c'est parce qu'on fait systématiquement dans le deck rencontre, vous allez voir les 4 premières cartes. Ensuite, vous faites ce que vous voulez de ces 4 cartes. Vous pouvez choisir de les réorganiser dans le sens que vous voulez. Vous pouvez en jeter certaines, en conserver d'autres. Vous pouvez toutes les jeter si elles sont toutes dangereuses, mais c'est un peu négatif de faire ça parce que du coup, vous ne savez plus du tout ce qui va se passer par la suite. Donc l'avantage de la logistique globale, notamment quand vous jouez en solo, c'est que vous avez la possibilité, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas trop de cartes en compte, de contrôler 2 tours de joueurs, ce qui est très très fort et ce qui vous permet notamment de savoir tout de suite comment vous allez défendre, si vous avez besoin de défendre, si vous allez avoir besoin de contrer, si vous avez un passage safe en alter ego par exemple. C'est vraiment très très important et très positif. Et surtout que le coût, contrairement à l'intervention de l'agence, est moindre parce que l'intervention de l'agence pour faire un contrat 6, il faut incliner 3 cartes shield, ce qui est quand même qui nécessite une certaine mise en place, alors que la logistique globale, il en suffit que d'une. Donc c'est vraiment très facile à mettre en place. Et ça fonctionne. Maintenant, ça ne vous fera pas gagner. Ça retardera l'échéance, ou ça ralentira le boss, qui, in fine, pourrait vous permettre de gagner la partie, on est d'accord. Mais n'empêche que c'est ça que j'aime pas trop dans cette carte, c'est qu'elle prévoit, mais elle ne vous permet pas d'avancer. Elle vous permet finalement de vous protéger et d'anticiper le tour. Donc voilà, ça sont les 2 cartes centrales de l'archétype Shield. Et donc tout ce qui vient venir ensuite sont des cartes Shield qui vont avoir comme capacité de s'incliner ou de se redresser ou d'avoir une durée de vie particulièrement importante dans le jeu pour pouvoir toujours être disponible avec l'intervention de l'agence ou la logistique globale. La première carte qu'on va voir, on va commencer sur les soutiens parce que je pense que c'est les plus importants, c'est le torpilleur du ciel. Alors elle, c'est peut-être la seule carte shield que vous n'allez jamais incliner sur les événements que vous avez vus avant parce que justement, elle va automatiquement s'incliner quand vous allez utiliser ces événements. Alors c'est un soutien qui coûte très cher, qui coûte 3, mais qui, à chaque fois que vous allez jouer une carte shield, va s'incliner et faire 2 dégâts. Logiquement, si vous jouez correctement votre archétype shield, à chaque tour, vous allez incliner le torpilleur. À chaque tour, ça va fonctionner et vous allez donc infliger 2 dégâts, ce qui, mine de rien, vous permet, sur l'échelle d'une partie, de faire énormément de dégâts. Et il n'est pas impossible que le torpilleur représente à la fin de la partie 80-85% des dégâts que vous avez fait au boss ou au sbire. Ça, c'est quand même important de le noter. Et pour moi, c'est un auto-include. Je sais que certains jouent shield sans, mais pour moi, c'est pas possible. Je pense que cette carte est trop importante et est votre principal générateur de dégâts. Mais bien sûr, si vous choisissez de l'incliner sur l'intervention de l'agence ou de la logistique globale, elle ne fera pas les 2 dégâts qu'elle propose. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est vraiment la seule carte que vous n'avez pas inclinée pour ça. Vous avez l'héliporteur. Alors l'héliporteur, bon, c'est auto-include dans beaucoup de decks, pas forcément des decks shield. C'est une carte qui vous permet, je vous le rappelle, pour 3, vous l'inclinez et vous choisissez un joueur. La prochaine carte qu'il va jouer va avoir son coût réduit de 1, c'est important parce que ça veut dire que l'achat de la carte ne doit pas être immédiat. Ça peut être différé dans le temps. Bon, il faut que ce soit dans la même phase, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous réserver votre héliporteur pour le tour d'après, mais vous pouvez par exemple commencer par incliner l'héliporteur et si vous arrivez à le redresser, et que vous le réinclinez, la prochaine carte que vous allez jouer va être diminuée de 2 et non pas de 1. Donc ça peut être cumulable sur le tour. Et vous allez voir, ce combo peut fonctionner dans l'archétype Shield, notamment avec l'agent 13. Donc l'héliporteur, pareil, n'est pas une très bonne cible pour les événements intervention de l'agence ou logistique globale, parce que vous allez toujours préférer payer une carte avec l'héliporteur. Néanmoins, si vous êtes arrivé en fin de phase, vous n'avez rien d'autre à incliner, et que vous avez toujours la possibilité de vous servir de votre héliporteur pour ça, c'est quand même une utilité. Surtout que le héliporteur, lui, pour le coup, il reste en jeu toute la partie, il n'est pas consommé. Donc voilà, un autre soutien shield indispensable. Euh, on y va maintenant pour l'agent de liaison. Alors, l'agent de liaison, il fonctionne de la même façon
que l'héliporteur, le problème, c'est que lui, pour le coup, nécessite que vous jouiez instantanément la carte. Ça ne fonctionne que pour le shield, donc c'est pour jouer une carte shield, ça diminue de 1 le coût de la prochaine carte shield que vous avez jouée, mais vous devez la jouer instamment. Puisque regardez, il y a une flèche sur le fonctionnement de cette carte, donc vous devez incliner, flèche, jouez une carte shield de votre main en réduisant son coût de 1. Si vous ne le faites pas, la règle du coût de la flèche, c'est qu'immédiatement l'agent de liaison est à nouveau redressé parce que vous êtes remboursé immédiatement parce que vous n'avez pas rempli les conditions de la flèche et ça ne fonctionne pas. Mais néanmoins, maintenant que vous allez avoir énormément de cartes shield à jouer, l'agent de liaison est extrêmement fort et lui, pour le coup, peut se cumuler avec l'héliporteur. Vous pouvez tout à fait inclinez l'héliporteur, inclinez l'agent de liaison, et là, votre prochaine carte, la carte shield que vous jouez tout de suite est diminuée de 2. Donc ça fonctionne très bien. Évidemment, dans une partie, l'héliporteur va plutôt être... enfin, si vous avez une carte pour l'agent de liaison, vous allez toujours prioriser l'agent de liaison. Donc c'est pour ça que l'héliporteur, de temps en temps, va rester debout. Mais parfois, vous n'avez pas de carte shield à jouer, donc l'agent de liaison ne fonctionne pas. Et là, tout d'un coup, il devient une cible idéale pour l'intervention de l'agence ou la logistique globale. Parce que lui, pour le coup, il ne sert qu'à diminuer les cartes shield, il faut le faire instamment. Donc, de temps en temps, c'est pas forcément opportun de s'en servir. Donc, cet agent de liaison, vous le mettez au moins en un exemplaire dans votre deck shield. Alors, on peut le mettre en deux exemplaires, mais comme on a vu le fonctionnement, une fois que vous l'inclinez, vous êtes obligé de payer instantanément une carte shield. Si vous en avez deux, vous ne pourrez pas diminuer de 2 la carte, puisque vous allez incliner le premier, prochaine action, vous inclinez le deuxième, et bah du coup vous n'avez pas résolu la flèche du premier, donc l'agent de liaison se redresse, ne fonctionne pas d'une certaine façon, et vous pouvez diminuer le coût de la prochaine carte shield de 1 seulement et pas de 2. Donc certains mettent deux agents de liaison parce qu'ils ont beaucoup de cartes shield et ils pensent arriver à jouer deux cartes shield dans le même tour, ce qui est possible, hein. Moi je trouve que c'est un peu superfétatoire, donc je le fais pas et je mets qu'un seul agent de liaison. Par contre, des agents de terrain, là, j'en mets généralement 3. Déjà parce que ça coûte 1. Donc ça coûte vraiment pas cher et c'est très facile à poser. En plus, c'est une carte qui ne va pas servir à tous les tours. Donc ça vous permet d'en avoir plein en jeu et d'être une cible idéale pour l'intervention de l'agence ou la logistique globale. Et alors le fonctionnement de l'agent de terrain en lui-même, c'est quand un allié shield est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts consécutifs, retirer un jeton renfort de l'agent, inclinez-le et on prévient un de ces dégâts. Évidemment, si on a trois agents de terrain et qu'on a par exemple Dum Dum Dogan qui a, quand il contre 3 dégâts consécutifs, vous pouvez incliner les trois agents de terrain et prévenir instantanément les 3 dégâts consécutifs. Évidemment, l'intérêt global de l'agent de terrain, c'est que c'est une interruption. Donc ça vient avant de subir les dégâts consécutifs. Donc si les dégâts consécutifs devaient tuer votre allié qui s'active, l'agent de terrain va le sauvegarder ses PV, c'est donc important. C'est une carte très forte parce qu'elle va vous permettre de maintenir en vie vos alliés shield, mais de temps en temps, vos alliés ne vont pas forcément s'incliner. Donc c'est aussi une très très bonne cible pour l'intervention de l'agence. Voilà, moi généralement j'en mets trois parce que c'est vraiment facile à payer. Et comme le but, vous êtes de plus en plus fort, plus vous avez de cartes shield en jeu, ces cartes-là elles restent longtemps et elles sont faciles à placer. Et en plus, elles peuvent vous permettre de faire des combos assez efficaces avec vos alliés. En parlant d'alliés, voici une carte qui est très mauvaise pour le coup, l'équipe de surveillance. Alors c'est un soutien qui coûte 2, qui arrive avec 3 jetons. Vous pouvez l'incliner une fois. Si vous l'inclinez une fois, vous retirez une menace d'une manigance. Mais cette carte, déjà, a un intérêt assez fort avec l'intervention de l'agence, parce que si vous choisissez de l'incliner avec l'intervention de l'agence, c'est pas un que vous retirez, mais deux, et en plus, vous ne consommez pas de jetons, donc ça permet de la préserver. Mais l'intérêt vraiment important de cette équipe de surveillance, c'est qu'elle peut rentrer gratuitement grâce à Monica Cheng. Donc un allié qui va faire entrer automatiquement cette équipe de surveillance. Donc si vous choisissez de jouer Monica Cheng dans votre deck shield, vous êtes obligé de mettre au moins une équipe de surveillance. L'idéal c'est d'en mettre deux, une que vous payez et une qui rentre avec Monica Cheng, parce que Monica Cheng, en plus de faire entrer une équipe de surveillance quand elle arrive, elle ajoute un jeton sur toutes les équipes de surveillance en jeu.
notamment celle qui rentre. Donc voilà, c'est un bon combo avec. Maintenant, si vous voulez faire un peu de place, typiquement, vous pouvez sortir les équipes de surveillance et Monica Cheng de votre archétype Shield pour trouver d'autres combos et d'autres cartes. Enfin, vous avez l'exercice de cohésion d'équipe qui peut être un atout comme l'agent liaison, mais qui fonctionne finalement de la même façon. Bon, c'est pas forcément utile de mettre l'exercice de cohésion d'équipe, c'est juste que ça a une fonctionnalité un peu différente. Ça peut permettre à votre héros de ne pas payer que des cartes shield, mais aussi de payer ses cartes de héros. Vous avez par exemple un héros qui est Avenger et Shield. Notamment, je pense à Spider-Woman. Ça peut être plus intéressant de mettre l'exercice de cohésion d'équipe que l'agent de liaison, parce que ça vous permet de faire ce que fait l'agent de liaison, mais également de payer aussi des cartes qui n'ont par exemple le trait Avenger quand vous en aurez besoin. Attention toutefois, l'exercice de cohésion d'équipe n'a pas le trait Shield, donc vous n'aurez pas la possibilité de l'incliner dans le combo des archétypes liés à l'intervention de l'agence ou à la logistique globale. Donc voilà, on a vu globalement les soutiens. Comme on a fait beaucoup d'échos aux alliés, on va tout de suite les voir. Donc le premier, pour moi le plus important, qui est le seul qui est vraiment indispensable quand vous jouez Shield, c'est l'agent 13. L'agent 13 c'est un allié, donc qui est Shield, qui coûte 4, donc il coûte très cher, qui contre à 1, pardon, qui attaque à 1 et qui contre à 2. Donc déjà ça c'est chouette, et il a 4 de vie. Donc c'est vraiment un allié assez fort, parce que 4 de vie avec un contre à 2 et un seul dégât consécutif, vous imaginez, ça fait quand même 8 de compte sur la table, c'est déjà très fort. Mais en plus, il a une réponse. Après que l'agent 13 a attaqué ou contré, choisissez un soutien shield et redressez-le. Et là, tout d'un coup, l'agent 13 va devenir extrêmement fort parce que vous allez avoir qu'une envie, c'est de le préserver, parce qu'il va pouvoir vous redresser tous vos soutiens qu'on a vus précédemment pour leur permettre de s'actionner une deuxième fois, ou si éventuellement vous les avez inclinés dans le cadre de l'intervention de l'agence ou de la logistique globale. Donc vraiment, l'agent 13 va avoir une efficacité dans l'archétype Shield extrêmement forte, et cette efficacité va être décuplée finalement dans certains autres héros qui vont avoir eux-mêmes des soutiens Shield particulièrement forts, qui vont se redresser grâce à l'agent 13. Je pense notamment à Captain Marvel, mais aussi à Black Widow, qui vont vraiment avoir des boosts d'efficacité avec l'agent 13 qui va redresser leur soutien shield spécifique et signature qui sont encore plus forts. Il y a aussi War Machine qui va très bien marcher, qui va faire des stocks de munitions de manière beaucoup plus rapide. Donc l'agent 13 est extrêmement forte parce que, mettons, vous avez l'agent 13 en jeu, je vais vous montrer un combo qu'on peut faire avec n'importe quel archétype shield, enfin n'importe quel personnage shield. Vous avez incliné l'héliporteur. La prochaine carte que vous jouez, bah, les diminuer de 1. Vous inclinez l'agent 13 pour faire un contre ou une attaque. Vous redressez l'héliporteur. Vous réinclinez l'héliporteur. La prochaine carte que vous jouez est diminuée de 2. Et si en plus vous avez l'agent de liaison, vous pouvez l'incliner à ce moment-là. Et là, la prochaine carte shield que vous jouez, immédiatement, est diminuée de 3. Ce qui est extrêmement fort. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Mockingbird est payé gratuitement par ce combo. Donc voilà, ça marche très bien. L'agent 13 pour moi est indispensable. L'agent Coulson. Alors, l'agent Coulson, lui, pour le coup, n'est absolument pas indispensable. Le seul intérêt, c'est qu'il a le trait shield, sauf si vous jouez avec des préparations. Alors, vous allez dire, bah oui, mais il n'y a que Black Widow qui joue avec des préparations, donc ça marcherait avec Black Widow. Bah, c'est pas tout à fait vrai. Si vous jouez avec Spider-Woman, vous allez pouvoir faire entrer l'agent Coulson en shield et faire entrer des préparations bleues qui sont beaucoup plus fortes que les préparations jaunes notamment, et ça peut être très efficace. Donc voilà, si vous jouez avec des préparations, si vous avez un peu de place pour mettre des préparations, c'est intéressant de jouer l'agent Coulson, sinon ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez toutefois jouer l'agent Coulson, mettre une préparation dans votre deck. Comme l'agent Coulson, quand il arrive en jeu, il va chercher la préparation, qu'elle soit dans votre deck ou dans votre pile de défausse. Vous pouvez imaginer que cette préparation, c'est comme une ressource supplémentaire qui revient, quitte à ne jamais la jouer. Ça reste quand même assez fort. Voilà. Bon, après, l'agent Coulson a l'intérêt de. Il contre à 2, c'est quand même très fort. Il attaque à 1, c'est pas terrible. C'est quand même un allié assez quali, donc vous pouvez tout à fait l'envisager, même si vous ne jouez pas trop de préparation, à condition évidemment d'en mettre une pour au moins avoir une ressource. Alors, Dum Dum Dungan, ça, j'ai du mal à ne pas le mettre, mais je peux tout à fait concevoir que vous ne le mettiez pas, parce que c'est un allié qui coûte 5, donc c'est vraiment très cher, et c'est surtout un allié qui doit être payé en fin de partie. Si vous le payez en début de partie, ça va être un frein, et ça va même un auto-lose d'une certaine façon, parce que ça vous aura coûté tellement cher, et vous aurez tellement peu de moyens de le maintenir en vie, que d'une certaine façon, ça va vous faire perdre des tours pour rien. Par contre, une fois que vous êtes installé, que vous avez plein d'agents de terrain,
que vous avez plein de soutiens shield, de cartes shield même partout, parce que lui ça marche avec les cartes shield. Le Dum Dum Gungan, c'est une machine. Parce que c'est un allié qui a 5 de vie, qui va attaquer à 3, qui va contrer à 3. Il a certes 2 dégâts consécutifs quand il attaque et 3 dégâts consécutifs quand il contre, on est d'accord. Sauf qu'avec l'agent de terrain, vous pouvez diminuer ces quantités de dégâts et le faire ne pas forcément abîmer sa vie trop vite. Mais en plus, vous pouvez incliner d'autres cartes shield que vous avez en jeu et augmenter de 1 le pouvoir pour l'activation de Dum Dum Gungan, jusqu'à 3. C'est-à-dire que si vous inclinez 3 soutiens shield ou 3 cartes shield, hein, parce que c'est bien précisé, c'est des cartes shield, c'est pas forcément des soutiens. Donc là, il y a des améliorations, et des alliés aussi, ça peut marcher. Donc vous inclinez des cartes shield, 3 cartes shield par exemple, plus 2 agents de terrain, et vous attaquez, vous faites une attaque à 6 pour 0 dégâts consécutifs. Bon, c'est un exemple un peu compliqué, on a quand même incliné 5 cartes shield, donc ça demande quand même une vraie mise en place, mais en fin de partie, ça vous nettoie la table, hein. Ça fait vraiment le café et ça finit la partie. Évidemment, bon, ça peut être un peu compliqué à jouer, mais bon, ça reste quand même un allié qui doit être envisagé quand vous jouez shield. Alors, Obsumers, je l'ai mis. Alors, elle fonctionne parce qu'elle a le trait shield si vous avez, vous, le trait shield. Donc, c'est vraiment assez spécifique. Et une deuxième condition indispensable pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez des super pouvoirs. Voilà. Sinon, Obsumers n'a pas d'intérêt. Mais si vous avez des super pouvoirs et que vous avez le trait shield en natif, ça peut être très intéressant d'avoir Obsumers, non seulement parce qu'elle entre et ça fait une carte shield en plus, mais en plus, vous avez vos super pouvoirs de manière accessible. Moi, Obsumers, c'est un personnage qui est peu vu. Mais si vous jouez mutant notamment, parce qu'il mutant ont énormément de super pouvoirs, j'ai du mal à comprendre que vous ne jouiez pas Obsummer. C'est quand même très fort. Certes, elle vaut un peu cher, mais elle a quand même les stats qui vont avec un allié qui coûte 4, donc ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et pouvoir faire entrer systématiquement vos super pouvoirs, c'est quand même assez fort. Sachant qu'en plus, il y a des beaux combos à faire avec Mutant Mayhem, notamment en bleu. Bon, ça, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, Obsummer, c'est un bel allié. Si vous avez le trait shield constamment, ou régulièrement, il faut l'envisager. Si vous avez des super pouvoirs, ça peut être très intéressant. Alors Mockingbird, plus besoin de la présenter, c'est un allié génial. Un allié génial parce qu'elle coûte 3, elle entre, elle sonne. Si vous réfléchissez et que vous jouez en solo, elle entre, elle sonne, elle fait une activation, elle se retrouve donc à 2 PV sur 3. Mais on peut se dire, ah bah 2 PV c'est un peu trop d'une certaine façon, parce que si on l'utilise pour se défendre, bah ça sert à rien. Ben non, mais comme elle a contré le boss, comme elle a stun le boss d'une certaine façon, elle n'a pas besoin de vous protéger. Donc on est quasiment sûr que sa deuxième activation va être fonctionnelle. Et la troisième, là pour le coup, maintenant que le boss ne sera plus stun, elle pourra défendre pour vous. Donc c'est vraiment, en termes d'efficacité, c'est une efficacité totale. Elle entre, elle reste généralement 2 tours, elle stun, enfin c'est vraiment très efficace. Et en plus, bon, c'est un allié shield. Alors évidemment, Mockingbird ne rentre pas que dans les decks shield, mais là ici, c'est particulièrement efficace et il faut évidemment l'envisager. Sauf évidemment quand vous jouez Hawkeye, vous verrez après, mais parce que Hawkeye a malheureusement un allié signature qui s'appelle Mockingbird. Et donc du coup, vous ne pourrez pas le mettre. Donc Monica Chang, je vous l'ai évoqué avant, bon, c'est un allié qui coûte assez cher pour les stats qu'il a. Néanmoins, elle a l'avantage de faire entrer instantanément une carte shield, donc c'est assez chouette. Et en plus, si vous avez décidé de jouer les équipes de surveillance, d'augmenter leur efficacité et leur durée de vie. Donc c'est assez fort dans un deck shield, ça vous met beaucoup de sustain et beaucoup de cartes shield sur la table, c'est assez efficace. Voilà, après, vous pouvez vous en passer si vous avez tout moyen de faire entrer des cartes shield. Nick Fury, bon, c'est principalement parce que c'est une carte shield. Enfin, Nick Fury est une carte exceptionnelle bon, que j'ai beaucoup de mal à ne pas mettre dans tous mes decks. Donc, on joue Nick Fury parce qu'on aime bien Nick Fury, parce que ça vous fait piocher 3 cartes, parce que ça fait avancer les choses. Évidemment, son intérêt en tant que shield, il est assez réduit, puisque finalement, comme il ne veut pas rester en jeu, vous allez avoir peu de chances de pouvoir l'incliner. Et si vous choisissez de l'incliner pour, mettons, contrer, bah, d'une certaine façon, c'est pas très utile. Parce qu'il y a déjà un contre à 2 et une attaque à 2. Donc on va pas s'en servir pour l'incliner, on va surtout s'en servir pour l'activer. Néanmoins, comme c'est une carte shield, déjà vous pouvez réduire son coût quand vous le payez, ce qui est quand même assez précieux grâce aux agents de liaison. Mais vous pouvez aussi, quand il va rentrer, actionner le torpilleur du ciel. Ça, mine de rien, c'est quand même assez précieux. Donc, Nick Fury en rentrant va vous faire piocher 3 cartes, va vous faire 2 dégâts. Et si en plus vous avez réduit son coût, vous allez piocher des 3 cartes, non pas pour 4 dépensés, mais sans doute pour un peu moins. Et ça, c'est quand même très fort. Donc, Nick Fury auto-include quand vous jouez Shield. Quake n'est pas tout à fait adapté à un archétype jaune, mais du coup, c'est ce qui le rend fort. Parce que Quake va taper fort
alors qu'elle va pas très bien contrer. Mais Quake va faire pas mal de dégâts, notamment si vous restez en alter ego, c'est quasiment auto-inclus parce qu'elle va faire beaucoup de dégâts aux sbires qui vont manigancer. Mais en plus, mine de rien, pour 2, elle va faire 2 dégâts. C'est un petit peu la lacune de l'archétype Shield de faire des dégâts. Donc c'est assez précieux d'avoir Quake. Et puis surtout, c'est le, l'allié Shield qui coûte le moins cher. Ensuite, on a Spider-Woman. Alors lui, c'est vraiment, il est mauvais, il faut vraiment peu le jouer, sauf si vous avez une capacité non pas de confuse une fois, mais de confuse plusieurs fois. À partir du moment où vous avez deux confuse sur la table, on peut envisager de payer Spider-Woman pour un, hein, parce que je rappelle, hein, Spider-Woman c'est un allié qui coûte 3, qui a 2 d'attaque mais qui a 2 dégâts consécutifs, et qui a un de contre mais qui a un dégât consécutif, et qui a 3 de vie. Mais vous pouvez réduire le coût de Spider-Woman pour chaque ennemi désorienté en jeu. Si cet allié coûte 2, c'est envisageable, mais c'est pas terrible quand même, hein. Vous regardez Quake, elle a plus ou moins les mêmes stats, elle est plus efficace et elle coûte déjà 2. Si vous la payez un, là c'est un allié intéressant. Mais alors vous imaginez que pour déjanter deux personnages en jeu en même temps, faut vraiment être particulièrement équipé. Mais Spider-Woman ou Black Widow ont des capacités de déjanter assez fortes et donc peut tout à fait envisager un Spider-Woman éventuellement dans une partie, si vous arrivez vraiment à déjanter correctement. Voilà. On termine sur War Machine. Alors, War Machine est pas très intéressant parce qu'il coûte cher. Il fait, euh, il fait 2 dégâts pour un dégât consécutif et 2 de contre pour un dégât consécutif. Il a à distance, ce qui est pas mal quand il attaque. Ça, c'est pas mal, il a 3 PV. Mais il arrive avec ténacité. Pourquoi c'est intéressant? Parce que généralement, les alliés qui arrivent avec ténacité, il y a toujours une difficulté avec eux. C'est que ou vous décidez de les actionner tout de suite et vous perdez le tenace, ce qui est quand même un peu dommage de perdre le tenace sur un dégât consécutif, ou vous le gardez debout et vous défendez avec votre allié tenace et ça vous fait un tour de blocage assez efficace. C'est ce qu'on fait généralement tous, on choisit tous la deuxième option. Et bien l'avantage avec War Machine, comme c'est un allié shield, c'est que vous allez pouvoir le jouer, vous allez pouvoir l'incliner sur par exemple l'intervention de l'agence ou la logistique globale, et du coup vous en servir sans consommer son tenace et ainsi pouvoir défendre au tour d'après avec le tenace. Mais même si vous choisissez d'être en alter ego au tour d'après, vous pouvez incliner régulièrement War Machine sans avoir à consommer son tenace, et une fois que son tenace est consommé, vous pouvez vous en servir comme d'un allié classique. Mais voyez, le tempo du tenace de War Machine est peut-être modulé grâce aux cartes shield, ce qui le rend un peu plus fort. Alors, c'est pas non plus une carte indispensable en shield, mais c'est quand même une très bonne idée et une très bonne solution. Mais je vous avoue que je ne joue pas souvent. Voilà, on a globalement terminé avec les cartes shield en tant que telles. J'en terminerai avec des cartes qui sont autour de cet archétype, mais absolument pas indispensables. Vous avez construire un soutien. Construire un soutien, c'est important parce que vous l'avez vu, il y a énormément de soutiens shield, mais de soutiens tout court qui sont dans le jeu. Et la plupart coûtent très cher. Le torpilleur du ciel, ça vaut 3. L'héliporteur, ça vaut 3. L'agent de liaison, ça vaut 2. Les équipes de surveillance, ça vaut 2. Donc avoir un construire un soutien dans son deck shield, sachant qu'on contre assez bien, c'est important. Ça vous permet de faire entrer rapidement vos soutiens et ça peut vous aider. Pour moi, c'est auto-include, vous êtes obligé de la jouer quand vous jouez l'archétype shield, même si c'est pas une carte shield. Le pouvoir de chacun de nous, en chacun de nous, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est parce que vous avez beaucoup de cartes grises, et notamment des soutiens qui coûtent très cher, et pouvoir avoir une double ressource en plus des ressources classiques peut être une bonne idée. Alors, je vous remonte les soutiens qui coûtent 2 et plus, donc il y a cela, mais vous avez aussi l'agent 13 qui, mine de rien, vaut 4. Vous avez Dum Dum Dugan qui vaut 5. Mockingbird qui vaut 3. Nick Fury qui vaut 4. Donc War Machine aussi qui vaut 4. Donc il y a beaucoup de candidats éligibles au pouvoir de chacun d'entre nous. Mais encore une fois, le problème de l'archétype Shield, c'est qu'il est tellement lourd en termes de cartes que peut-être que vous n'aurez pas la place de les jouer. Mais bon, voilà, si jamais vous avez joué vos 3 ressources et que vous avez une petite place, mettez-en au moins un si vous pouvez. Voilà, et on finit avec les améliorations. Il n'y a pas d'amélioration Shield aujourd'hui, mais les deux que je mets sont pour moi assez importantes. Alors, l'une, le déguisement, ben, ça concerne essentiellement Black Widow. Si vous avez envie de rester en alter ego, vous allez pouvoir vous incliner. Alors, Black Widow en alter ego, elle a Shield, donc elle peut s'incliner pour autre chose. Mais mettons que vous n'avez pas besoin d'incliner Black Widow pour le fonctionnement de l'archétype Shield, vous pouvez l'incliner pour contrer et faciliter son maintien en alter ego. Donc ça peut être très fort.
L'enquêteur chevronné, et ben, pour moi, quand vous jouez jaune, vous ne pouvez pas ne pas mettre l'enquêteur chevronné. Déjà, ça vaut 0, donc c'est vraiment très facile à poser. C'est le candidat idéal à la carte expert qui vous fait défausser une amélioration ou un soutien, parce que c'est facile à reposer derrière. Et comme régulièrement vous allez défausser des manigances annexes, ça, mine de rien, ça vous fait piocher une carte, c'est quand même très fort. Donc voilà, globalement, toutes les cartes shield qu'il faut avoir vues et qu'il faut mettre dans son archétype et pour que ça fonctionne correctement. Alors comme la dernière fois, on se retrouve sur une petite tier list pour vous présenter un peu les héros qu'il faut tenter en shield et plutôt ceux qu'il faut tenir éloignés de cet archétype. Alors j'ai un peu changé mon ranking. Euh, la catégorie oui, ce sont plutôt les héros qui vont avoir des cartes qui vont dans le sens de cet archétype, même s'ils ne sont pas forcément dédiés à cet archétype. Neutres, ce sont ceux qui n'ont aucune carte, qui n'ont aucune mécanique qui va synergiser avec le shield, mais ça fonctionne, attention, hein, je dis pas que ça marche pas, je dis juste que c'est pas mis en valeur en fait, d'une certaine façon. En revanche, la catégorie jamais, bon, c'est toujours les cartes à éviter. Et la catégorie must, ce sont les héros qu'il faut impérativement avoir tenté en shield si vous voulez connaître la quintessence de cet archétype et de son fonctionnement. Donc sans plus attendre, je présente que les deux extrémités, hein, comme d'habitude. On va commencer par le bas. Donc le pauvre Adam Warlock qui se retrouve systématiquement en bas, évidemment ce sera toujours le cas. Son deck building étant trop spécifique, trop compliqué, ses cartes en un exemplaire pas du tout compatibles avec la logistique globale ou intervention de l'agence, donc on a besoin d'avoir beaucoup d'exemplaires dans le deck, c'est un problème. Il a accès certes à des cartes shield d'autres couleurs, il y en a en rouge, il y en a en rouge, elles sont vraiment nulles, hein, mais il y en a en vert, il y en a en bleu qui sont très bien. Mais ça suffit pas à rattraper le retard. Il ne fonctionnera pas en shield. Faut pas essayer de forcer la chose, ça ne marchera pas et c'est relativement logique. Gamora, Gamora, elle est là parce que son problème à elle, c'est de jouer des événements. Alors déjà, l'archétype Shield n'ajoute pas d'événements dans le deck. En plus, avec l'archétype Shield, vous n'avez pas la possibilité de bénéficier du deck building spécifique de Gamora. Donc, deuxième problème, vous n'avez pas la possibilité d'augmenter cette... Enfin, vous pouvez toujours mettre d'autres événements d'autres couleurs, mais ça va aller contre l'archétype Shield parce que ça met d'autres cartes qui ne vont pas fonctionner avec l'archétype. Mais en plus, Gamora a la capacité de jouer vite, a besoin de jouer vite. Or, l'archétype Shield est un archétype qui met du temps à se poser et qui nécessite d'être une mise en place assez longue. Les parties sont assez longues quand vous jouez l'archétype Shield. Or, Gamora, une fois que vous aurez posé tous vos soutiens Shield, on va pas se mentir, bah, vous serez mort. Parce que Gamora n'a pas la capacité d'avoir. Enfin, c'est peut-être l'un des héros qui a le plus mauvais sustain du jeu et surtout elle ne progresse pas en cours de partie. Donc, vraiment, si vous traînez avec Gamora, bah, la partie est perdue. Et globalement, le Shield vous demande de traîner un petit peu. SPDR, Ghost Spider et Miles Morales c'est le cochon qui aurait pu être en bas aussi. Finalement, sont ici parce que ce sont des web warriors. Et le problème des web warriors, c'est que pour que ça fonctionne bien et pour que ce soit fort, nécessite de mettre énormément d'alliés web warriors, ce sont des alliés gris, énormément le soutien de la toile, le soutien dans l'événement dans le Spider-Verse. Oui, il y a plein de cartes comme ça qui sont auto-includes quand vous jouez des web warriors. Et le problème, c'est que quand vous jouez Shield, vous n'avez pas la place de les mettre. Donc c'est un choix que vous devez faire. Et si votre choix, c'est d'enlever les cartes web warriors pour jouer Shield, globalement, vous n'avez pas renforcé votre héros, vous l'avez plutôt diminué en qualité. Le gros paradoxe, et j'en ai bien conscience, c'est que Miles Morales est le personnage qui nous a apporté l'archétype Shield. Alors la seule raison pour laquelle j'ai laissé Miles Morales en neutre, c'est parce que Miles Morales a une carte Shield, il a un soutien Shield, qui est nul, hein, c'est un soutien qui fonctionne qu'en alter ego, je crois, et qui retire une menace, et on choisit même pas de quelle manigance ça part, je crois que c'est la manigance qui a le moins de menaces, ou celle qu'on a le plus, je sais plus. Mais voilà, globalement, c'est vraiment une carte assez nulle, mais ça permet d'avoir une carte shield supplémentaire sur la table et donc d'être un petit peu au-dessus de ses comparses Web Warrior qui sont vraiment en dessous pour le coup. Mais voilà, c'est un vrai paradoxe parce que encore une fois, l'archétype shield nous est venu avec Miles Morales, mais ça n'est absolument pas fonctionnel. Vous avez sans doute testé Miles Morales en shield. Si vous avez joué le préconstruit, et vous en êtes sans doute très bien sorti. La raison pour laquelle vous en êtes bien sorti, c'est parce que Miles Morales est très fort. Mais si vous enlevez toutes ces cartes shield, que vous mettez des cartes Web Warrior classiques, que n'a pas Miles Morales, hein, et que vous commencez à builder classiquement en jaune, par exemple, hein, si vous ne pouvez pas changer la couleur, vous allez vous rendre compte que Miles Morales va progresser énormément dans son gameplay, et que le shield était en fait finalement quelque chose qui le retenait.
Enfin, on termine par Cyclope. Alors globalement, tous les X-Men ne sont pas susceptibles de jouer Shield. Alors vous pouvez, hein, mais c'est contre-productif parce que pareil, comme pour les Web Warriors, les X-Men ont besoin d'énormément de cartes grises pour être fonctionnels. Je pense au Manoir X, au X-Jet, vous avez tous les événements, Éducation Mutant, Game Time, tout ça sont des cartes grises qui finalement ne peuvent pas être jouées dans cet archétype Shield, encore une fois, parce que vous n'avez pas la place. En plus, Cyclope, il a deux intérêts, c'est de mettre des attachements et il n'y a pas d'attachement Shield, c'est de mettre des alliés de couleurs différentes, mais à condition qu'ils soient X-Men, et il n'y a pas de X-Men Shield. Donc vraiment, vous allez complètement contre l'intérêt de Cyclope si vous le jouez en Shield. Après, vous pouvez essayer si vous avez envie. Cyclope est un personnage tellement fort qu'à mon avis, il s'en sortira très bien. Néanmoins, ça reste quand même assez contre-productif. Voilà. On va passer maintenant au must, hein, ce qu'il faut avoir tenté. Donc, il y en a quatre. Il aurait pu y en avoir six. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Black Widow. Black Widow est un alter ego Shield. Et en plus, elle a un soutien Shield qui fonctionne en alter ego qui lui permet d'aller chercher des préparations. Avec l'agent 13, vous allez avoir la possibilité d'actionner ce soutien deux fois, ce qui est vraiment très fort. Mais en plus, avec cette capacité de rester et d'être forte en alter ego, et que les cartes shield fonctionnent très bien en alter ego, permet finalement à Black Widow de rester alter ego toute la partie. C'est précieux, hein, de rester alter ego toute la partie, ça veut dire que le méchant ne vous attaque jamais, tout en gérant la manigance et en étant particulièrement efficace. Donc vraiment, Black Widow est vraiment très forte. Et en plus, vous avez par exemple l'agent Coulson qui va lui faire rentrer des préparations. Enfin, il y a vraiment plein de choses assez positives dans Black Widow. Il faut vraiment l'avoir tenté pour ça. Spider-Woman, Spider-Woman, j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle a la possibilité de jouer des cartes shield de deux couleurs. Alors, on l'a vu, meilleures cartes shield sont les cartes jaunes, mais si je vous dis Maria Hill, le Triskelion, l'État-major, par exemple, qui sont des cartes super fortes en bleu, eh ben, elles ont toutes le trait shield. Et ben, quand vous jouez Spider-Woman en shield, alors vous êtes obligé de faire des sacrifices pour le coup, parce que vous pouvez pas mettre toutes les cartes jaunes classiques, mais en faisant quelques sacrifices, vous pouvez mettre beaucoup de cartes shield bleues aussi, et avoir un effet global de cartes shield plus fort que si vous n'aviez que des cartes jaunes. Parce que vous aurez finalement tiré le meilleur de l'archétype bleu aussi pour l'archétype shield. L'autre avantage qu'a Spider-Woman, c'est que Spider-Woman gagne en efficacité à mesure qu'elle joue des événements de couleurs différentes. Or, les événements Shield sont des événements qui valent 0. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, quand vous avez joué en Spider-Woman un événement Shield, vous avez déjà augmenté de 1 vos statistiques pour une carte qui ne coûte que son coût, son propre coût. Le coût de cette carte en fait, puisque ça vaut 0. Si vous rajoutez d'autres événements comme Make the Call en bleu qui valent 0, très rapidement, pour deux cartes, finalement, vous avez la possibilité d'augmenter vos pouvoirs de base de plus de manière assez efficace, tout en étant en plus une carte shield. Oui, parce que Spider-Woman, quand elle est en côté alter ego, elle a le trait shield. Donc c'est un intérêt assez minime, mais néanmoins ça vous permet d'être efficace. Si jamais vous finissez en alter ego, que vous n'avez pas besoin de rec, vous pouvez tout à fait incliner Spider-Woman pour par exemple aller contrer ou pour déclencher par exemple le pouvoir de Dum Dum de Gain. Ensuite, on a Captain Marvel. Alors, Captain Marvel, c'est simple. Elle a des cartes pas très fortes, enfin pas très fortes. Elle a beaucoup de cartes inutiles dans son kit de départ, donc déjà ça fait de la place. Et globalement, elle n'a pas besoin de beaucoup de cartes pour que ça fonctionne. Mais en plus, elle a le trait shield en étant alter ego. Bon, ça à la rigueur, on a vu avec Spider-Woman, ça peut être utile. Mais elle a surtout sa station qui vous permet, quand vous êtes en alter ego, d'aller piocher, de jeter une carte et d'en piocher deux. Donc en gros, globalement, vous faites un mini mulligan de 1 et en plus vous piochez une carte. Mais en plus, si vous avez l'agent 13, vous pouvez actionner cette station spatiale deux fois de suite. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, vous faites un plus de cartes, plus un double mulligan, c'est vraiment très très fort. Et vraiment, moi quand je la joue en shield, l'agent 13, je le maintiens en vie le plus longtemps possible et je cycle et je cycle et je cycle sa station pour faire des très très grosses mains et pour faire des tours fantastiques en shield. Donc voilà, ça marche très très bien avec Captain Marvel. Ensuite, on a Hawkeye. Alors, on va pas se mentir, Hawkeye ne sera jamais un bon perso, ne sera jamais un bon héros. Et je suis convaincu que si on prend même des personnages qui sont en neutre, on les met en shield, ils seront plus forts intrinsèquement que Hawkeye.
Mais maintenant, Hawkeye est tellement nul qu'il faut trouver un moyen de le rendre efficace. Et si vous le jouez en shield, il va être extrêmement efficace pour Hawkeye, encore une fois, j'entends. C'est pour moi quasiment la seule façon de le jouer correctement, parce que Hawkeye a la possibilité, enfin, il est shield aussi en étant alter ego, mais ça on s'en fiche un petit peu. Il a surtout Mockingbird. Alors attention, Mockingbird c'est un allié signature, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer Mockingbird basique dans votre archétype shield, donc c'est un petit point négatif. Mais Mockingbird, si vous connaissez cet allié, quand vous êtes censé subir des dégâts, vous pouvez défausser n'importe quelle ressource, vous renvoyez Mockingbird dans votre main et vous évitez tous les dégâts. Ok, il y a beaucoup de mal à défendre. Donc ça vous permet d'éviter de prendre le moindre dégât grâce à Mockingbird. Au tour d'après, vous allez rejouer Mockingbird. Mockingbird coûte 3, mais elle a le trait shield. Donc on a vu qu'on a la capacité de réduire le coût des cartes shield. Donc on va pouvoir faire rentrer Mockingbird pour pas trop cher et la rejouer à chaque tour. Mais comme elle a le trait shield, elle va en plus actionner le Sky Destroyer. Donc ça veut dire que quand Mockingbird va vous éviter tous les dégâts, et puis quand elle va re-rentrer en jeu, elle va activer le Sky Destroyer, faire donc 2 dégâts. Elle a la capacité de faire 2 d'attaque ou 2 de contre, parce que c'est un allié, donc vous allez pouvoir faire 2 dégâts ou 2 de contre supplémentaires. Et si en plus vous arrivez à éviter de prendre des dégâts sur un tour parce que vous avez un tenace ou parce que vous avez un alter ego, et ben vous pouvez la préserver encore un tour et réactionner euh, Mockingbird non pas à chaque tour, mais un tour sur deux par exemple, ça peut être très efficace. Ça marche très très bien, ça demande de la mise en place et ça demande de transpirer surtout parce qu'au début vous n'avez pas Mockingbird, donc il faut vraiment que les choses se mettent en place petit à petit. Mais si vous arrivez à vous en sortir, c'est assez efficace et même vous pouvez trivialiser n'importe qui. Même un Ronan, si vous êtes en place avec Hawkeye, avec Ronan, vous prendrez jamais de dégâts en fait. Et du coup, avec votre Mockingbird qui va rentrer et toutes vos cartes shield, vous allez pouvoir gérer même les méchants les plus importants. Voilà, j'en ai terminé globalement avec la présentation de cette tier list. Néanmoins, je m'arrêterai quand même sur deux héros on aurait pu voir plus haut, mais qui ne le sont pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Captain America, qui a une carte, qui a un trait shield aussi, et qui donc en plus a la capacité de diminuer le coût des alliés que vous faites rentrer. Vous avez vu que les alliés shield, il y en a beaucoup, et ils coûtent cher. Donc c'est quand même assez efficace. La seule raison pour laquelle j'ai pas mis Captain America si haut, c'est parce qu'il a un allié signature qui s'appelle l'agent 13, et malheureusement ça fait sauter l'autre agent 13, qui pour moi indispensable quand vous jouez shield. Donc c'est déjà un vrai premier gros problème. Mais en plus, l'agent 13 qui est fourni avec le Captain America n'a aucun intérêt à rester en jeu puisque c'est un allié qui, quand il rentre en jeu, fait, je crois, on retire 2 d'une maniance, puis après, bon, elle a des stats sympathiques, hein, mais après, elle ne sert plus à rien. Et bien, c'est un problème. Là où l'agent 13 classique, le basique, va avoir tendance à vouloir rester en jeu et être très efficace à mesure qu'il reste en jeu, là, on le remplace par un agent 13 qui a beaucoup moins d'efficacité pour l'archétype et qui, en plus, est un peu contre-synergique avec l'archétype. Donc voilà, Captain America reste un très bon personnage à jouer en shield, attention, hein, mais il a cet agent 13 qui me pose vraiment un souci, qui est vraiment complètement contre-productif avec cet archétype. Ensuite, on a War Machine. Alors je sais que War Machine, la plupart d'entre vous qui ont voulu faire un deck shield, ils ont souvent commencé par lui. Parce qu'on a tout de suite vu le bunker qui peut être activé plusieurs fois grâce à l'agent 13. Et donc remplir de munitions votre hangar. Et donc du coup avoir des tours de War Machine très très importants. Parce que je vous rappelle que plus vous avez de munitions, plus vous pouvez activer vos canons. Et de temps en temps, même vos canons, c'est illimité. Donc vous pouvez quasiment one-shot une phase de boss si vous avez suffisamment de munitions pour le faire. Mais donc c'est un avantage, surtout qu'en plus je crois que le hangar ne fonctionne qu'en alter ego. Donc si jamais vous êtes bloqué en héros, que vous avez vidé le hangar, et ben vous avez une carte shield sur la table qui peut facilement être inclinée pour les besoins de l'archétype, donc c'est assez efficace. Non, la raison pour laquelle je mets pas War Machine en haut, c'est parce que War Machine a beaucoup de lacunes en tant que héros, et notamment des lacunes défensives et des lacunes de contre. Alors les lacunes de contre, elles pourraient être résorbées grâce à l'archétype shield, mais la défense, malheureusement, vous allez galérer avec War Machine. Et je trouve ça un peu pas aussi efficace que ça en a l'air. Mais attention, à plusieurs, c'est magique de jouer War Machine en shield, parce qu'en effet, vous êtes libéré d'une certaine pression, notamment des dégâts du boss, et cet archétype va rayonner. Mais voilà, encore une fois, War Machine est un excellent perso en shield, hein, comme tous les personnages qui sont dans le vert. Il est juste pas top tier, parce que la qualité du personnage en lui-même est un petit peu, le dessert un petit peu.
Donc on part sur la présentation de quelques decks, deux decks en l'occurrence. Le premier ce sera donc Captain Marvel en Shield, un deck de 40 cartes. Donc bon, pas besoin d'être extrêmement compliqué puisque encore une fois j'ai expliqué la globalité du deck de l'archétype et comme il est très restreint finalement, tous fonctionnent un peu de la même façon. S'il y a des choses à savoir ici, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, notamment sur la tier list, c'est l'agent 13 qui va avoir comme capacité de relever systématiquement la station Alpha Flight. Alors la station Alpha Flight, c'est une carte shield, on l'a vu, qui vous permet, quand vous êtes en alter ego, de piocher une carte et d'en échanger une avec la carte du dessus du deck. C'est très fort, mais si vous le faites deux fois, c'est encore plus fort. Donc vraiment, c'est la cible idéale pour la carte shield, surtout que si jamais vous êtes en héros, que vous ne revenez pas et que vous n'avez pas envie d'incliner la station Alpha Flight, ou vous n'avez tout simplement plus de carte en main, hein, donc voilà, la station est quand même une carte supplémentaire une cible supplémentaire pour votre archétype shield pour être incliné. Surtout que c'est vraiment une station qui coûte rien, elle coûte 1, donc c'est vraiment très facile à jouer. Voilà. Autre chose aussi assez efficace dans cet archétype, qui seront publiés sur Marvel CBD bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de cartes éclairs qui viennent dans cet archétype, donc ça marche bien avec Captain Marvel qui a besoin des éclairs pour que ça fonctionne. Mais donc voilà, globalement, hein, c'est pas très compliqué à comprendre. J'ai mis, donc c'est un deck shield qui joue avec Monica Cheng, donc ça veut dire qu'elle joue avec les équipes de surveillance, donc voilà, ça rentre en jeu. Les agents de terrain, c'est pour Dum Dum Dugan en fin de partie, mais avant c'est surtout pour l'agent 13, pour pouvoir la cycler régulièrement et elle reste en jeu longtemps et qu'elle puisse longtemps actionner la station Alpha Flight. Voilà, globalement, bon, j'ai mis trois interventions de l'agence de logistique globale. C'est globalement ce que je fais toujours en termes d'équilibrage. Après, vous pouvez faire 3-3 si vous voulez. Bon, construire un soutien, pas besoin d'expliquer pourquoi on le met. Ah oui, elle a aussi les absorptions d'énergie. Mine de rien, avoir deux triples ressources dans votre deck quand vous jouez Shield, c'est quand même très fort. Ça vous permet vraiment de payer des cartes très chères de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Donc un agent de liaison, ça c'est relativement classique. Deux équipes de surveillance, j'ai expliqué pourquoi. Un héliporteur, le torpilleur du ciel. Et dans les deux cartes qui ne concernent pas l'archétype Shield, hein, j'ai mis un enquêteur chevronné, parce que voilà, en jaune je le mets tout le temps. Et l'intense concentration, parce que c'est une super carte. Et il se trouve que Captain Marvel a des super pouvoirs. J'aurais pu, hein, mais je ne l'ai pas fait, j'aurais pu jouer Obsumers dans ce deck, parce que ça nous aurait fait une carte Shield supplémentaire. Et ça nous aurait permis d'aller chercher nos super pouvoirs dont on a peut-être parfois un peu besoin avec Captain Marvel. Mais voilà, c'est un deck, avec ça, je vous le dis, hein, très facile à mettre en place, parce que Captain Marvel pioche beaucoup, elle est très riche, elle est très facile à faire fonctionner, et qui fonctionne très très bien, et avec ça, vous pouvez passer n'importe quel boss assez facilement. Le deuxième et le dernier deck que je vous présente avec cet archétype, c'est un deck de Spider-Woman. Donc alors, c'est un deck particulier parce qu'il est bicolore, mais du coup, vous avez un peu la quintessence du shield en jaune et du shield en bleu. Et donc on commence tout de suite. Donc j'ai mis l'agent Coulson parce que je veux jouer la réponse immédiate. Évidemment, si j'avais joué que jaune, ça m'intéressait pas trop, les préparations étant moins intéressantes. Mais là, comme je fais revenir régulièrement mes alliés, je suis content. Je joue l'agent Coulson, c'est assez efficace et ça marche très bien. Bon, évidemment, pas besoin de la présenter. Mariail, là j'y ai accès, je la mets. C'est vraiment l'un des meilleurs alliés du jeu, si ce n'est le meilleur allié du jeu. Donc elle est là, elle est présente, elle fait le travail. Donc on a l'agent 13 évidemment. Bon, ça c'est. Alors l'agent 13 n'a pas de fonctionnement spécifique avec Spider-Woman. Donc ça va être le combo qu'on a vu tout à l'heure, qui va être surtout autour de l'héliporteur pour pouvoir faire baisser plusieurs fois des cartes ou ce genre de choses. Ça marche assez bien et vous verrez, c'est assez efficace. Donc j'ai mis Nick Fury, j'ai mis Quake. Ça, c'est parce que c'est un allié qui coûte pas cher. Alors, il faut faire attention hein, quand on joue Spider-Woman parce qu'il faut que le nombre de cartes jaunes et le nombre de cartes bleues soient exactement équivalents. Vous respectez pas le deck building. Donc c'est important c'est pour ça que vous avez des chiffres un peu particuliers parfois. Là, j'ai mis deux appels de détresse. Bon, ça, c'est pour cycler avec Maria Hill. Il faut savoir que quand vous jouez un appel de détresse et que vous allez chercher Maria Hill, vous êtes quasiment remboursé de ce que vous avez payé. Mais en plus, comme vous êtes Spider-Woman, vous allez augmenter de 1 vos stats parce que vous avez joué un événement bleu qui vaut 0. Donc c'est assez important. Donc j'ai mis trois interventions de l'agence. Là, pour moi, c'est auto-include, on les met à chaque fois. Deux logistiques globales, jusque-là ça va, hein, quelque chose d'assez classique. La force du nombre. Alors la force du nombre, c'est une belle carte.
C'est pas une carte shield, mais elle a l'avantage de vous maintenir en vie certains alliés, parce que vous allez incliner des alliés, par exemple un allié qui reste 1 PV, plutôt que de l'actionner et de le perdre, et ben vous allez l'incliner et piocher une carte, ce qui est précieux. Mais là, ça c'est son fonctionnement classique, hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça que ça marche toujours. Mais là, avec Spider-Woman, vous avez un deuxième intérêt, c'est en plus c'est un événement qui vaut zéro. Donc ça augmente sa stat d'attaque, ou sa stat de compte, ou sa stat de défense. Enfin les trois d'ailleurs, les trois d'un coup. Donc c'est vraiment très fort, hein, vraiment. J'aurais pu en mettre plusieurs. Vous pouvez éventuellement mettre un seul appel de détresse et deux la force du nombre. Mais bon, après c'est une question de goût et une question de fonctionnement. Alors, pareil, là, j'y ai accès, donc je mets Call for Backup, appeler des renforts, indispensable, parce que ça me permet de faire entrer Nick Fury gratos. Pas forcément le plus malin, parce que Nick Fury reste pas, mais ça permet de faire entrer l'agent 13, et éventuellement, ça c'est un autre sujet, le Captain Marvel, hein. Faut pas oublier que le Captain Marvel, c'est un super allié qui n'est pas Shield, mais c'est quand même un super allié qui fonctionne très bien et qui va beaucoup aider Spider-Woman. Donc là, c'est pas spécifique au Shield, mais quand même, d'avoir l'agent 13 qui rentre pour gratos, c'est quand même assez pratique. On construit un soutien, pas besoin d'expliquer, encore une fois, il y a beaucoup de soutien, on en a besoin. Donc les trois triples ressources, c'est bon. Un agent de liaison, deux agents de terrain. Alors pareil, normalement j'en mets trois, mais là j'en mets que deux parce qu'il faut que j'équilibre mes couleurs. Donc voilà, je mets deux agents de terrain. Deux états-majors. Donc l'état-major, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte shield qui arrive avec des jetons. Vous retirez un jeton et vous redressez un allié. Donc potentiellement, avec l'agent 13, vous pouvez redresser plusieurs fois l'agent 13. Donc ça veut dire que l'agent 13 va plusieurs fois redresser un soutien shield. Vous avez une espèce de cyclage comme ça qui peut tourner, parce que l'agent 13 peut par exemple redresser l'état-major. Et l'état-major peut à nouveau s'activer sur l'agent 13. Vous voyez, un espèce de... bon, c'est un peu morbide comme cyclage, mais faut pas oublier que l'agent 13 contre à 2, mine de rien, et elle peut vous nettoyer des manigances rien qu'avec ce combo. Un héliporteur, le Triskelion. Alors le Triskelion, c'est incroyable, c'est un soutien shield qui vaut 1, qui va vous permettre de mettre plus d'alliés en jeu. Bon, ça c'est chouette, on est d'accord. Mais surtout, il n'a jamais besoin de s'incliner. Donc ça veut dire que quand vous avez le Triskelion en jeu, vous avez toujours un soutien éligible à vos cartes shield. C'est super fort, c'est vraiment indispensable. Un torpilleur du ciel, ça me semble indispensable, et la réponse immédiate. Voilà, on est encore sur du deck, vraiment avec ça, vous pouvez passer du vilain expert sans problème. Néanmoins, à la différence de Captain Marvel, Spider-Woman nécessite un petit peu plus de chance et de mise en place. Alors n'oubliez pas que vous avez vos phéromones, ça ce sont des cartes de, de Spider-Woman qui peuvent vous permettre de gagner quelques tours, et au début ça peut être assez précieux pour pouvoir payer deux trois trucs. Mais voilà, globalement sont quand même avec ça vous pouvez vraiment passer du méchant d'élite. Voilà, j'en ai fini donc avec la présentation de l'archétype Shield. Voilà, c'était un petit clin d'œil à l'arrivée de la nouvelle boîte. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle